Je suis ravi d'accueillir nos 3 intervenants. Mélinée Lepriol, qui est journaliste à La Croix, une des très brillantes journalistes du journal, je peux le dire. Donc on est très heureux, Mélinée. Je crois que c'est la première fois que vous venez aux Anciens-le-Valpré, donc c'est super. Puis j'ai la chance d'avoir pu convier 2 amis, donc c'est quand même mon privilège. Donc je commencerai par Angélique, puisque je suis ton client depuis 21 ans. Voilà, je suis un des très vieux clients de Ideal Wine, la société que tu as créée avec 2 autres entrepreneurs, qui est une plateforme de vente Internet, tu vas en parler. Et donc je suis très heureux de t'accueillir aujourd'hui. Et puis Thomas, qui fait plein de choses, qui est conseil, fait du M&A, investisseur, enfin voilà, tu es un homme multicarte, très engagé aussi dans la société, parce que tu fais avec moi beaucoup de choses. Et je suis très heureux de t'entendre, parce que tu as beaucoup réfléchi sur les sujets de technologie. Et donc vous allez dire ce que les technologies ne changent ou ne changent pas dans la question du sens du travail. Et maintenant, je vous laisse entre vous. Merci beaucoup. Angélique Delangzin, vous avez cofondé en 2000 ce site qui s'appelle Ideal Wine, avec donc 2 associés que vous aviez rencontrés quelques années avant à la Bourse de Paris. Et donc c'est un site qui permet aux amateurs de vin de vendre et d'acheter des bouteilles de toute gamme, et aussi d'avoir toutes sortes d'informations sur l'univers du vin, à commencer par le prix du vin, vous allez nous en parler. Et donc c'est une entreprise de 60 salariés dont vous êtes cofondatrice et directrice générale. Et Thomas Geoffrey, vous êtes banquier d'affaires, investisseur et entrepreneur, notamment et surtout dans le domaine des nouvelles technologies. Vous avez fondé Vocatio & Co qui accompagne les dirigeants dans leur déploiement stratégique, et vous avez écrit plusieurs livres. J'en ai un ici chez Salvatore, Dieu, l'entreprise, Google et moi, notamment, et Aime, Prix et Travail. Vous essayez de faire dialoguer la doctrine sociale chrétienne et le monde contemporain, notamment technologique, et vous invitez les chrétiens à se saisir de cette révolution technologique pour contribuer à la transformation du monde. Donc la première question que je voulais vous poser à chacun, c'est souvent on a une vision un peu froide et peut-être un peu désincarnée du monde des technologies, et pourtant chacun de vous, je le sais parce qu'on en a parlé un peu pour préparer cette table ronde, a de vraies satisfactions professionnelles et trouve beaucoup de sens dans cet univers-là. Est-ce que vous pourriez nous partager une de ces satisfactions très concrètes pour voilà, une entrée en matière dans votre univers professionnel? Bonjour à tous, je suis ravie d'être là. Merci à François de m'accueillir, d'autant plus que les deux cofondateurs d'Ideal Wine avec qui j'ai initié ce projet sont tous les 2 lyonnais, donc je suis la seule non lyonnaise, cherchez l'erreur, mais je suis très heureuse donc d'être là. Chez Ideal Wine, la technologie, elle est inhérente au projet. C'est elle qui a rendu possible cette entreprise. Donc elle est absolument partout. C'est Internet qui nous a permis de créer cette plateforme et de la rendre accessible au monde entier. C'est le haut débit qui a rendu le projet viable. C'est les réseaux sociaux qui nous ont permis de réunir une communauté d'amateurs autour d'Ideal Wine. Et même pendant le Covid, c'est la technologie qui nous a permis de continuer à réunir les amateurs, notamment au travers de dégustations que nous avions digitalisées. Donc, elle est absolument partout. Pour moi, un des points vraiment importants, c'est qu'aujourd'hui, Ideal Wine, c'est un caviste en ligne. Nous vendons du vin, mais c'est en plus de ça un véritable écosystème pour les amateurs. Et je pense que pour moi, une des grandes satisfactions de la tech, c'est d'avoir vraiment apporté quelque chose de très nouveau, avoir apporté de la transparence à un marché qui en manquait vraiment beaucoup. J'imagine qu'il y a beaucoup d'amateurs de vin parmi vous, et certainement beaucoup d'entre vous qui avez un jour retrouvé une bouteille au fond de votre cave. Vous vous êtes dit, est-ce que cette bouteille a encore de la valeur? Est-ce que je peux la boire? Est-ce qu'éventuellement je peux la revendre? Et nous avons créé un algorithme qui nous permet de calculer aujourd'hui une cote des vins qui repose sur des résultats d'enchères. Et en fait, ça paraît peut-être aujourd'hui étonnant, mais en 2000, il n'y avait pratiquement aucun outil qui vous permettait d'avoir cette connaissance. C'était vraiment un monde de connaisseurs, un monde de sachants que nous avons contribué à démocratiser. Et ça, je pense que c'est une vraie satisfaction. Merci. Thomas ? Bonjour. Avant de répondre à la question précise, qui est une expérience personnelle, mais qui est finalement anecdotique dans tout ce que font les technologies,
Moi, j'ai relu hier une homélie de Benoît XVI sur le sens du travail, qui était le thème générique et qui va peut-être me guider dans ma réponse après. Et il donnait 2 clés. Il disait la première, c'est de servir le bien de l'humanité. On en parlait à la table ronde juste avant. Métier, ça vient du latin ministerium, ça veut dire rendre service. Donc par son travail, on rend service, on sert le bien de l'humanité. Et la deuxième, qui est plus personnelle, qui est de permettre à l'homme de s'épanouir. Et il allait plus loin, il disait le sens du travail n'est pas le sens ultime de la vie. Le sens ultime de la vie, finalement, c'est le repos. C'est le dimanche quand Dieu se repose. Et donc moi, je vais donner peut-être 2 expériences. Avec ma casquette d'entrepreneur, je suis dans les médias digitaux, on produit, diffuse des vidéos sur les réseaux sociaux. On est le deuxième métier des gens dont on parlait juste avant, les créateurs sur les réseaux sociaux qu'on aide, notamment, et des influenceurs. Les nouveaux influenceurs des jeunes sont gérés par mes équipes. Je dirais que les technologies, d'abord, l'entreprise n'existerait pas sans les technologies, puisqu'elle vit avec les réseaux sociaux, elle naît avec les réseaux sociaux, avec cette capacité à créer quelque chose facilement sans avoir le studio de production de TF1, et à le diffuser à travers le monde, à le diffuser en tout cas à la multitude, au plus grand nombre. Donc ça permet à beaucoup de monde de développer son talent créatif, ce que je trouve bien. Il y a plein d'excès dans les réseaux sociaux, on pourra en parler par ailleurs, mais il y a en tout cas ce bienfait-là qui permet de développer le talent créatif de chacun. Et plus récemment, il y a quelque chose, on parle beaucoup des deepfakes, où on fait parler n'importe qui, où on fait dire n'importe quoi à n'importe qui de manière factice, mais de manière réelle. La conférence qu'on fait ici, je peux faire la même en anglais, en chinois, en coréen ou en espagnol, avec ma propre voix, avec ma propre tessiture, avec mes propres lèvres, en 1 minute, ce que je trouve assez fascinant. Si le contenu sert le bien de l'humanité, c'est tout le questionnement de mon entreprise, pas de l'entreprise dans laquelle j'aide, que j'accompagne, dans laquelle je co-dirige, c'est tout le questionnement que je me pose par ailleurs. Est-ce que ce que je fais sert le bien de l'humanité? On va essayer d'utiliser ce savoir-là pour de plus en plus servir le bien de l'humanité. Ce n'est pas encore complètement le cas sur tous les contenus qu'on diffuse sur les réseaux sociaux, mais j'espère qu'on le fera mieux dans les prochains mois et les prochaines années. Et la deuxième petite anecdote, c'est là encore, c'est finalement presque le deuxième métier dont on parlait à la table ronde juste avant. C'est moi, et c'est très personnel, et je sais que d'autres le vivent différemment, les technologies, les outils technologiques me permettent de travailler à proximité de ma famille. Et je trouve que c'est quelque chose d'assez fort. Ça fait 150 ans qu'on travaille à 45 minutes de sa famille. Moi, mon épouse aussi d'ailleurs, qui est souvent en télétravail, on peut travailler à proximité de notre famille, c'est-à-dire on peut être présent réellement pour notre famille quand ils ont besoin de nous. Je trouve ça assez beau. Voilà. Puisque vous avez parlé de l'intelligence artificielle qui permet des traductions simultanées en conservant le visage, les lèvres, etc., je rebondis sur cette technologie dont on parle beaucoup depuis 1 an, surtout depuis 1 an. Alors elle inquiète beaucoup dans le monde du travail parce que certains imaginent déjà que ce sera la fin du travail. C'est pas nouveau, c'est une peur qui est très ancienne mais qui est réactivée aujourd'hui. Et il y a des spécialistes qui disent non, ça va pas faire disparaître le travail. En revanche, ça risque de le précariser davantage. Il y a un risque de fragmentation. Hier, pour la Croix, j'interviewais des syndicalistes des finances publiques, des contrôleurs fiscaux, qui me racontaient qu'ils sont en train d'essayer de mener une bataille syndicale sur le sujet parce qu'ils voient que l'intelligence artificielle se met à faire un peu le travail à leur place, c'est-à-dire en l'occurrence détecter les risques de fraude fiscale, et en fait ils deviennent ils valident en fait ce que l'intelligence artificielle a trouvé à leur place, et donc leur périmètre d'initiative se réduit, la portée un peu de leur métier. Du coup, je voulais avoir votre réaction là-dessus. Est-ce que pour vous aussi, c'est une inquiétude, ce risque de précarisation ou de perte de sens si on devient finalement des assistants de technologie qui feraient à notre place les choses mieux que nous? Je vais bien commencer. D'abord, je pense que c'est pas nouveau. C'est nouveau pour une certaine typologie d'assistance qui n'était pas touchée par les technologies jusqu'à maintenant, mais la robotisation, ça fait quand même très longtemps que ça touche les usines. Et les algorithmes dans les agences bancaires, ça fait quand même très longtemps que votre conseiller bancaire ne peut pas
n'a pas beaucoup de choix dans le crédit qu'il vous fait ou la confiance qu'il porte à son client ou dans les produits qui vous poussent. C'est quand même pas complètement nouveau. Là, c'est nouveau sur une certaine typologie de personnes. Et effectivement, les technologies, donc d'une manière générale, on pensait que ça allait libérer la personne des tâches les plus ingrates et lui faire tout ce qu'il avait toujours rêvé de faire. Dans la réalité, et très souvent, ça a servi quand même pas mal la personne humaine, par cette perte de liberté. Je parlais de la créativité qu'il y a avec mes créateurs sur les réseaux sociaux. Dans beaucoup d'entreprises qu'on peut côtoyer, la liberté de la personne est quand même réduite à un algorithme qui valide tout ce qu'il fait, un algorithme qui lui dit la meilleure solution à promouvoir au client, un algorithme qui envoie les choses à sa place, etc. Deuxièmement, il y a aussi peut-être un problème parfois d'autorité. On peut être jugé par un algorithme, on peut être jugé par une machine. Il y avait cette histoire réelle dans les entrepôts d'une grande entreprise américaine d'e-commerce où un algorithme voit très facilement qu'il a une perte de productivité depuis quelque temps et va décider de le licencier sans qu'il y ait une personne humaine qui lui fasse en face à face la chose. On est quand même des chairs de corps, âme et esprit et on oublie de plus en plus le corps. Et la troisième chose que j'avais en tête pour répondre à cette question, c'est peut-être un peu plus subtil et ça va vous paraître parfois un peu peut-être étonnant, mais on est dans un monde de perfection, d'efficacité, et on perd le sens de la fragilité de la personne. On veut que tout soit parfait, c'est-à-dire les voitures autonomes vont faire moins d'accidents que les personnes humaines, ce qui est sans doute vrai à moyen terme. Le fameux algorithme bancaire va faire moins d'erreurs que le conseiller bancaire dans les années 50, qui pourtant connaissait votre grand-père, vos petits-enfants, votre belle-mère, etc., et avait une confiance en vous qui comprenait. Il pouvait avoir aussi son sens moral de rédemption. C'est pas parce que vous êtes addict aux jeux en ligne et que l'algorithme va le détecter, mais l'algorithme, il sait pas forcément qu'il y a 3 mois, vous avez rencontré une femme qui vous a permis de faire une métanoïa personnelle, une conversion personnelle, et que vous allez totalement vous transformer. Un conseiller personnel qui vous connaît, qui vous regarde les yeux dans les yeux, peut vous faire confiance. Et donc, cette fragilité-là, on l'oublie, et je conclurai là-dessus pour pas monopoliser la parole. Moi, j'aime beaucoup la règle de Saint-Benoît. La règle de Saint-Benoît, elle commence par « Écoute mon fils les paroles de ton maître » et elle finit par « Tu parviendras ». C'est-à-dire que, et entre le « Écoute mon fils » du prologue et le « Tu parviendras » de la conclusion, il y a les 12 degrés de l'humilité et on va y aller petit à petit. Et ça, c'est du test and learn. L'homme, il va commencer à faire des erreurs, il va se faire gronder, il va faire un pas de côté, il va rencontrer quelqu'un dans l'ascenseur, il va avoir un coup de mou parce que il a appris une mauvaise nouvelle qui, pendant 2-3 mois, il a appris la maladie d'un parent, pendant 3 mois, le rend peut-être moins productif. Puis il va tester des choses. Et en fait, cette fragilité-là, je pense qu'elle a beaucoup de valeur dans notre monde, elle a beaucoup de valeur dans l'entreprise. Je pense que la banque qui gérera cette fragilité-là aura le meilleur service client du monde. Et en fait, elle fabrique ce qu'on est comme personne humaine. Et donc le monde de perfection dans lequel peut nous entraîner les technologies, depuis les usines de Charlie Chaplin, peut être un peu inquiétant si on les comprend comme des décideurs. Voilà. Angélique ? Oui, alors c'est vrai que ces révolutions technologiques, et notamment celles qu'on vit aujourd'hui avec de l'intelligence artificielle, peuvent faire peur. Chaque révolution apporte son lot de peur, mais aussi d'opportunités. On dit que près de 60% des métiers d'aujourd'hui n'existaient pas en 1940. Donc, les évolutions sont extrêmement fortes et elles s'accélèrent. C'est ça aussi qui peut faire peur. Et ce qui fait peur aussi, c'est qu'on dit qu'elles vont surtout toucher aujourd'hui les cols blancs. Chez nous, j'ai deux exemples d'applications que je voudrais partager avec vous. C'est que pour ce qui est des cols bleus, la robotisation chez nous a entraîné vraiment une profonde réorganisation du travail. On est un site internet, on vend du vin, on a des gens qui doivent préparer des commandes et les expédier. Depuis quelques années, nous avons complètement externalisé cette fonction à un partenaire qui stocke les vins et qui donc prépare ses commandes et qui récemment a inauguré, on l'a accompagné en signant un accord pour continuer à travailler avec lui, pour lui permettre de financer son projet. Donc son entrepôt est entièrement automatisé aujourd'hui, ce qui fait qu'on a contribué à réduire
de façon très significative la pénibilité de ces tâches d'aller chercher au fond de la pile les 2 bouteilles pour compléter la commande de Monsieur Morinière et préparer cette commande. Donc ça, c'est totalement automatisé. Et ce qui s'est passé, ça a eu 2 conséquences. C'est que dans nos équipes, au sein d'Ideal Wine, nous avons d'une part spécialisé les personnes qui jusque-là portaient ces cartons, préparaient ces commandes, on les a spécialisées dans un métier qui était à beaucoup plus forte valeur ajoutée, qui était celui de l'expertise des vins, qui allait être destiné à être vendu pour la partie des ventes aux enchères, notamment de notre activité. Donc, eux se sont retrouvés avec une activité infiniment plus passionnante. Et de l'autre côté, puisque pour accompagner cette activité d'expertise, nous avions besoin de petites mains pour préparer les cartons dans lesquels sont ensuite stockés chacun des lots qui va être vendu. Et donc nous avons fait appel à un ESAT voisin qui nous envoie tous les jours 2 personnes qui préparent ces cartons. Donc on a pu à la fois accroître les compétences et l'intérêt du travail de nos équipes logistiques, qui sont devenus tous des experts en vin, et par ailleurs avoir une politique inclusive au travers de cette collaboration avec les ZAT. Et c'est en plus de ça l'équipe dont le nombre a le plus progressé au sein de notre entreprise. Donc en plus, il n'y a pas eu, ça s'est fait sans diminution d'emploi. Ça, pardon, c'est pour la partie col bleu. Sur la partie col blanc, là, on rejoint l'intelligence artificielle. C'est vrai qu'il y a aussi beaucoup d'inquiétudes. Hein. On est un site sur lequel vous avez beaucoup d'informations sur les vins. On rédige, on écrit, on rencontre les producteurs, on écrit sur les domaines, on raconte nos rencontres et nos dégustations. Donc, on a besoin d'avoir des personnes qui écrivent. Alors, évidemment, on pourrait imaginer que l'IA, aujourd'hui, compile des données. Alors, pour l'instant, c'est pas encore complètement au point. Il y a un certain nombre de tests qui sont faits. Et ça suppose que les personnes qui sont dédiées à cette activité-là se forment à un nouveau métier, hein, le métier de prompt engineer, le métier qui consiste à parler à ces machines, à orienter les bases à partir desquelles elles vont travailler pour être certain d'avoir des sources qui soient absolument fiables. Et ensuite, de regarder, de revoir, de suivre, de coacher ces nouveaux outils. Donc, il y a des métiers qui vont arriver. Ça peut être source d'inquiétude, mais c'est aussi assez passionnant d'imaginer l'évolution de nos métiers dans ce domaine. Ce qui est sûr, en tout cas, c'est que l'émergence de ces systèmes d'IA, on voit bien que ça nous pousse à nous poser la question, finalement, qu'est-ce qui n'est pas automatisable? Qu'est-ce qui, chez l'humain, est pas réplicable, peut-être plus vite ou mieux par une machine ou par un système d'intelligence artificielle? Donc, je voulais vous demander, pour vous, c'est quoi ces tâches qui sont irréductiblement humaines, ou alors ces aptitudes qu'on est peut-être aujourd'hui amené à redécouvrir sous un nouveau jour? Je crois qu'Angélique donnera un exemple très concret. Moi, là-dessus, d'abord, je pense que c'est la meilleure question que posent les technologies. Comme je le disais, c'est pas nouveau que l'homme s'est un peu lui-même robotisé dans nos entreprises, à faire des tâches sans zone de liberté ou sans subsidiarité très forte. Aujourd'hui, enfin, avec l'intelligence artificielle, on se demande qu'est-ce qu'un être humain, parce qu'on a peur que l'intelligence artificielle fasse tout ce que fait l'être humain, etc. Donc on se dit, qu'est-ce que fait un être humain de spécifique? Je prends souvent cet exemple, parce qu'on en a on en a beaucoup de monde en a fait ici, de séminaires de design thinking, ou de collaboration, de co-création, où on met des super panneaux autour des murs, tout le monde prend son stabilo boss, va faire des carrés et des ronds. En plus, j'en ai facilité, donc je vois bien le truc. Tout le monde se fait des carrés, des ronds et des post-it, et on va révolutionner la stratégie de l'entreprise ou trouver un nouveau process, etc. Et en fait, dans ces séminaires-là, il y a plein de monde, il y a toute une équipe, il y a toujours 2-3 grandes gueules, un type qui a des super idées, une personne plus timide qui a aussi des très bonnes idées, mais qu'il faut aider à faire parler. Vous avez au fond de la salle la personne qui a appris la mauvaise nouvelle sur une maladie dans sa famille ou un décès dans sa famille, qui n'est pas du tout dans le séminaire.
Et à côté d'elle, vous avez une personne qui est en train de la consoler, qui ne participe pas au séminaire, mais par contre, elle a une vocation extraordinaire, c'est qu'elle est en train de consoler celle qui a du mal à vivre ce séminaire. Puis vous avez quelqu'un qui fait rire tout le monde, qui crée l'unité entre les personnes. Et à un moment, on a décidé qu'il y avait une bonne idée qui allait changer un peu la stratégie de l'entreprise. Mais il faut aller dire à François Morinière que la strate de sa boîte, il faut faire un virage à 360. Comme il fait peur à tout le monde, personne n'a envie d'aller toquer à sa porte. Et là, il y a un mec qui a participé très peu au séminaire, qui n'a aucune idée, qui fait rire personne, qui en général est plutôt ennuyeux, et qui va se dire, moi, je connais très bien son chief of staff, et moi, François, de toute façon, je m'en fiche, je vais aller toquer à sa porte et on va y aller. Lui, il a du courage. Et bien, en fait, si ce soir, vous allez sur le web ou sur votre appli avec la Bible online et que vous allez sur l'épître de Saint Paul aux Romains, chapitre 12, le moment où il parle de « on fait tous corps », on fait corporate en fait. Il ne faut pas oublier que le corporate, en fait, c'est « on fait tous corps ». Une compagnie en anglais, c'est « companies » qui partagent le pain, c'est des gens qui font corps. On fait tous corps. Et après, il va vous lister les charismes de la personne humaine. Il y en a un qui a le don de prophétie, il y en a un qui a le don de service, il y en a un qui a le don de consolation, il y en a un qui a le don de rire, il en parle, il y en a un qui a le don d'enseignement, il y en a un qui a le courage. Et il va les lister comme ça. Et tout ça, c'est des choses qui ne sont pas automatisables. Et donc, on s'aperçoit que autour de nous, dans notre entreprise, chacun a un charisme particulier, plus ou moins poussé, plus ou moins développé, a un don spécifique qui est très peu utilisé en réalité. Le type qui fait rire et qui n'est pas le plus performant, c'est rare qu'on considère que le fait qu'il fasse rire l'équipe est un talent au sein de l'entreprise. Et bien, tout ça, ce n'est pas automatisable. L'expert comptable, ou le commissaire aux comptes, quand il a analysé une boîte qui est en grande difficulté, s'il envoie un rapport juste par email, ou demain ça sera fait par l'intelligence artificielle, la DAF, elle va être en larmes. S'il va la voir, d'une part, il va voir ses larmes. Ensuite, il va peut-être développer en lui son talent de patience, ça veut dire qu'il va rester 3 heures de plus. Peut-être qu'il va aussi développer son ingéniosité ou son intuition, il va essayer de trouver une solution. Enfin, ça va être complètement différent. On reste des personnes charnelles, on reste des personnes avec des talents très spécifiques d'être humain. Le fait que le corps et l'âme soient, ou le corps, l'esprit et l'âme soient ensemble, c'est des choses d'ailleurs sur lesquelles travaillent beaucoup les gens dans l'intelligence artificielle aux États-Unis. C'est un mystère magnifique, et ce mystère-là, c'est très très beau qu'on puisse le retrouver enfin. Oui, je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Thomas. Ce que je voudrais ajouter, quand on parle d'intelligence artificielle, en fait, déjà l'intelligence, le psychologue Bernard Sternberg a modélisé 3 types d'intelligence. D'une part, l'intelligence analytique, d'autre part, l'intelligence créative, et enfin, l'intelligence pratique. Ce qui est certain, c'est que l'IA maîtrise, en fait, elle en maîtrise essentiellement une, c'est l'intelligence analytique. L'intelligence créative, c'est pas du tout son fort. L'intelligence pratique, il peut y avoir des outils qui viennent aider à la soutenir. Mais en tout cas, elle est surtout spécialisée sur la première. Moi, je dirais qu'il y a 3 points qui ne peuvent pas du tout être automatisés, 3 compétences ou 3. D'une part, il y a le regard. D'autre part, il y a l'émotion. Et enfin, il y a l'expérience. Quand je parle du regard, je pense à toutes ces visioconférences, et notamment tout ce que nous avons vécu pendant le confinement. Je garde des souvenirs. Nous étions en plus, fin 2020, en période de levée de fonds. Donc, nous avions des visioconférences. Il y avait les due diligence des sociétés, des fonds qui risquaient qui s'intéressaient à nous et qui voulaient rentrer dans le capital. Donc, on passait un grand oral devant 40 personnes en visio. Donc déjà, on ne sait pas où regarder. On voit personne. On se dit, bon, bientôt, ça va être mon tour de parler. On prend la parole. Le micro ne marche pas toujours. Bon. J'en garde vraiment un souvenir atroce. Je pense que si j'avais pu être en face de tous ces gens, le contact aurait été vraiment très différent. Et donc ça, il y a ce premier point du regard. Le deuxième, je parlais d'émotion, d'empathie, d'amour même. C'est parfois un peu difficile de parler d'amour en entreprise, mais en tout cas l'attention à l'autre. Alors quand on est dans un métier de passion comme le vin,
la passion, elle est vraiment inhérente à notre métier, mais justement, elle est très compliquée à modéliser. Vous avez tous peut-être regardé sur des sites internet un produit, une lampe, et puis on vous propose, vous dites vous êtes intéressé à ce produit, vous pourriez être intéressé par celui-ci. En matière de vin, ça marche pas, parce que l'être humain, il est irrationnel. Moi, je sais que quand je descends dans ma cave avec l'idée de, comme je l'ai fait le week-end dernier, je voulais goûter un vin de Savoie parce qu'un client m'avait envoyé une photo d'un vin que je lui avais conseillé. Je me suis dit, tiens, c'est vrai, je l'ai pas goûté depuis longtemps. Je descends avec l'idée de goûter un vin de Savoie et je défie ChatGPT de deviner avec quoi je suis remontée, parce que j'ai passé du temps dans ma cave, j'ai regardé les différentes régions, je me suis souvenue des vignerons avec qui j'ai échangé, des personnes avec qui j'ai éventuellement déjà bu certains vins, j'ai pensé à qui j'allais servir ce vin, avec qui j'allais le partager. Je suis remontée avec un chardonnay de Bourgogne. Alors vous allez peut-être, certains d'entre vous vont dire c'est normal, les vins de Savoie c'est des vins de fondu, donc tous ceux qui pensent ça, je les attends à la sortie pour leur expliquer. Peut-être que ChatGPT aurait pu me dire, ou en tout cas un outil technologique aurait pu me dire non mais tu n'en as plus en fait de ce vin, donc ça ok. Mais derrière, prédire avec quoi j'allais remonter, c'était virtuellement impossible. Et puis, donc ça c'est l'émotion, ça s'applique aussi, on a parlé du service client, du contact avec les clients. Alors bien sûr, chez nous, Agathe, qui s'occupe du service client, elle passe 50% de son temps aujourd'hui à régler les questions qui se posent, de savoir est-ce que la commande de monsieur est partie, est-ce qu'elle est arrivée, où en sont les vins, etc. Demain, avec l'intelligence artificielle, elle va être libérée de ça. Les algorithmes devraient lui permettre de ne plus avoir à répondre à ce genre de questions. Eh bien, qu'est-ce qui va se passer pour elle ? Elle va pouvoir se consacrer à des rapports infiniment plus passionnants. D'abord, elle va devoir élever son niveau de jeu en matière de connaissance des vins, parce qu'il va falloir qu'elle parle plus de vin et non pas juste de questions très logistiques classiques. Et elle va avoir des rapports avec les clients qui vont être infiniment plus riches et passionnants. Et le dernier point, c'est l'expérience. Je dirais que c'est un petit peu la revanche des cheveux gris. C'est que moi, je m'occupe notamment chez Ideal Wine de l'analyse des tendances du marché. C'est-à-dire que comme on a un volume assez important de vins qui passent à travers de notre plateforme, notamment aux enchères, l'analyse de tout ça me permet de voir un petit peu quels sont les domaines, quelles sont les régions vers lesquelles les amateurs se tournent et vers lesquelles demain peut-être l'intérêt pourrait vraiment se développer. Alors, c'est un marché complètement imparfait. Moi, je viens de l'univers de la bourse. Avec mes associés, nous étions chez Euronext, où là, les volumes étaient infiniment plus importants. Donc, c'était beaucoup plus facile de modéliser. Là, on est sur un marché de rareté. Il y a des épiphénomènes. Et je pense qu'un algorithme me dirait « Non, votre échantillon n'est absolument pas valide. Il est beaucoup trop étroit. » Sauf que moi, comme ça fait plus de 20 ans que je regarde ces chiffres, j'ai une capacité à identifier des mouvements qui peuvent paraître hiératiques, mais qui me disent attention, là, il y a quelque chose qui est en train de se passer. Et souvent, ça se révèle juste. On a encore un peu plus de 5 minutes. Peut-être une dernière question. Est-ce que c'était le sujet de vos livres, Thomas, et je trouve ça intéressant. Est-ce que la doctrine sociale de l'Église aujourd'hui, elle est dépassée finalement à l'heure de ces mutations technologiques extrêmement rapides dans lesquelles elle n'a pas été conçue, pour lesquelles elle n'a pas été conçue, ou est-ce qu'elle est toujours d'actualité, et est-ce que vous pourriez nous pointer quelques éléments qui font que, à vos yeux, elle n'est pas caduque, même à l'heure de ChatGPT et Snapchat? Moi, je pense au contraire qu'elle a une nouvelle vie assez fabuleuse, la doctrine sociale de l'Église. On parlait à la table ronde juste avant du fait que la jeune génération, et en plus ce qui est super, c'est qu'Kéa m'a inclus dans la jeune génération en allant jusqu'au quarantenaire, donc merci Kéa, et que cette jeune génération avait envie d'avoir de l'impact. La doctrine sociale de l'Église, elle vous parle du bien commun, elle vous fait juste réfléchir à savoir ce qui est bien. Parce que tout le monde parle de bien commun ou d'impact, etc. Il faut peut-être discerner d'abord ce qui est bien. Et donc la doctrine sociale vous aide à discerner ce qui est bien. Ce n'est pas juste un grand mot, ça nécessite parfois de faire des efforts et des sacrifices.
Un autre principe de la doctrine sociale, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est la subsidiarité. Aujourd'hui, la technologie à la fois nous permet d'être créatifs assez facilement à notre petit niveau, ce qui est le principe même de la subsidiarité, et en même temps, quand elle devient un petit peu totalitaire dans les mentalités, quand l'algorithme décide à votre place ou fait mieux que vous, ou qu'on a l'impression qu'il fait tout mieux que vous, bah vous perdez votre zone de jeu. Donc la doctrine sociale va vous faire réfléchir à ce sujet-là. La doctrine sociale de l'Église, elle fait réfléchir aussi à l'option préférentielle pour le pauvre, c'est qu'elle vous dit que les technologies peuvent trouver des choses magnifiques pour aller aider les plus pauvres, les plus éloignés, pour offrir une vie meilleure à des personnes qui ont un handicap, pour plein de choses. Et en même temps, la personne âgée, elle est contente d'aller faire tous les jours ses courses à l'épicerie du coin et pas de se faire livrer parce qu'elle a envie de rencontrer une personne. Un grand penseur de l'intelligence artificielle et un investisseur dans les technologies chinois qui s'appelle Kai Fu Lee, il disait quelque chose que j'avais trouvé assez beau. Il parlait des robots pour les personnes âgées, qui leur donnent leurs médicaments, qui leur racontent les nouvelles, qui font tout un tas de choses très utiles pour une personne âgée. Et il disait, mais vous savez quelle est la fonction la plus utilisée du robot? C'est la fonction service client, parce que c'est le seul moment où elle parle à une personne humaine. Et bien ça, la doctrine sociale de l'Église, elle vous fait réfléchir à ça. Puis elle vous fait réfléchir aussi à une autre chose qui est la destination, je vais être très court, la destination universelle des biens. Si on prend l'open source, c'est une manière magnifique qu'ont inventé les technologies pour offrir au plus grand nombre des outils qui vont leur permettre de se développer sans avoir à payer une licence qui coûte une blinde et qui n'était pas à leur portée. Et puis la dernière, qui est nouvelle dans la doctrine sociale, mais elle s'actualise tous les siècles, la doctrine sociale de l'Église. Si on parle avec le pape François d'écologie, moi je parlerai plus de beauté, et quand on parle de beauté, enfin, elle nous fait reconnaître qu'il y a une beauté de l'homme et qu'il faut savoir s'émerveiller sur l'homme. Donc oui, il faut relire la doctrine sociale, bien sûr, il faut l'actualiser, peut-être avec des mots différents, avec un compendium peut-être avec moins de pages, mais en tout cas, il y a des choses à aller chercher dedans. Ouais. En ce qui me concerne, je pense que c'est plus un parti pris de l'entrepreneur, du responsable de l'entreprise, de maintenir cette attention aux plus fragiles, aux métiers peut-être qui semblent à première vue les moins nobles. Je ne vois pas ce qu'ils ont de moins noble. D'ailleurs, chacun doit apporter sa pierre à l'édifice. Hein, on l'a bien vu pendant le confinement. Donc, je pense que la technologie, le progrès, le succès d'une entreprise, c'est important. On l'a évoqué ce matin. Jean-Dominique Senard a parlé de l'intéressement et de la participation. Nous, par exemple, chez Ideal Wine, ça a été pendant un certain nombre d'années, la société ne gagnait pas d'argent, elle était tout juste à l'équilibre, et dès qu'on a pu avoir un peu de bénéfices, on a décidé de mettre en place l'intéressement, et ça a été pour nous une énorme satisfaction. Et là, plus récemment, on a ouvert le capital aux salariés pour leur permettre de bénéficier aussi du succès de l'entreprise. Et pour moi, une de mes plus grandes émotions, ça a été de voir la personne qui venait quelques heures par jour faire du ménage lever la main en disant qu'elle était intéressée. Alors on l'a accompagnée, on l'a aidé à financer son achat de titres. Et ça, voilà, je pense que c'est plus dans ce que nous décidons d'être et de continuer à être, quand bien même la technologie se déploie. Merci beaucoup à vous deux. Merci. Merci.